Épisode 5 en ce qui concerne le rendez-vous de ce jour, des émissions donc offertes par la CODEL et son partenaire le CDD. Dans les épisodes précédents, nous avons abordé différentes thématiques, telles la contribution de la CODEL et du CDD à la lutte contre les fake news pendant les élections de novembre 2020. Le rôle des médias, comment cela a affecté les élections. On a évalué le niveau de respect du pacte de bonne conduite signé avant les élections. C'était donc hier. Pour aujourd'hui, il s'agira d'aborder la question sur le contexte d'insécurité et de Covid-19 dans lequel se sont déroulées les élections passées. Et pour nous accompagner aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un représentant de la CENI. Il s'agit donc de M. Yacouba Ouedraogo, directeur de la communication de la CENI, qui est avec nous ici en studio. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et encore nous recevons monsieur Hassan Zongo, journaliste qui s'y connaît plutôt bien en ce qui concerne les OSC. Bonjour. Merci bien madame. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet avec vous deux qui êtes avec moi en studio, nous allons passer un appel à monsieur Ibrahim Alassane, représentant du CDD, qui est donc un des partenaires de la CODEL. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Ok, ça va bien, merci. Vous êtes donc sur Waga FM et aujourd'hui, avec cette série d'émissions, nous parlons pour l'épisode 5 des élections dans le contexte d'insécurité et de Covid-19. Monsieur Ibrahim Alassane, vous représentez donc le CDD, un des partenaires de la CODEL. Pouvez-vous vous présenter et nous présenter par la même occasion votre structure, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup. Bon, moi, comme vous avez dit, je m'appelle Al-Hassan Ibrahim et je travaille avec CDD, le Centre de démocratie et développement en Afrique de l'Ouest. On est basé au Nigeria et notre travail est sur 3 thèmes. Okay. La paix et l'insécurité, les élections, les fake news et les technologies digitales. Okay. Donc, ça parle de comment on partage fake news, comment on crée les fake news. Et pour nous, c'est de créer et de faire les sensibilisations parce que fake news, ça affecte négativement notre démocratie. Pas en Afrique seulement, mais dans le monde, partout. Donc, on a fait un partenariat avec CODEL parce que CODEL, c'est une organisation qui comprend le terrain, qui comprend la situation politique. Et je pense que la démocratie au Burkina, c'est quelque chose qui évolue beaucoup. Mais avec cette évolution, il y a aussi les défis. Les défis par rapport aux fake news. Et on est venu ici, Burkina, pendant l'élection, l'année dernière, en novembre. On est venu pour faire une petite observation pour comprendre est-ce que les fake news existent, est-ce que c'est quelque chose qui affecte la démocratie négativement. Et on a vu que ça existe. Donc, on a commencé
de faire ce programme ici parce que c'est important de faire la sensibilisation pour que les gens comprennent l'importance de savoir qu'est-ce que c'est fake news, ça marche comment, c'est partagé comment et ça peut affecter négativement notre démocratie aussi. Mhm. C'est bon, vous avez fini? Oui, oui. Monsieur Ibrahim, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience pendant les élections en ce qui concerne, à proprement parler, du contexte d'insécurité et de Covid-19 lors des élections passées? Comment est-ce que vous avez vécu la chose? Oui, c'était très intéressant parce que avec les fake news, c'est quelque chose qu'on utilise pour manipuler les gens. Et on a vu on a eu les fake news qui dit qu'il y a quelque chose qui se passe ici, mais quand on a fait l'investigation, on a vu que ça n'a pas passé. Donc, on doit être très prêt pour observer en ligne les médias sociaux pour voir est-ce que les gens manipulent, qu'est-ce qui existe, l'insécurité, pour aussi manipuler les gens pour qu'ils ne soient pas pour faire le voting et les choses comme ça. Et aussi avec Covid, il y a beaucoup de fake news. Les gens, c'est très difficile pour chercher qu'est-ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, les fact-checkers, c'est eux qui cherchent, qui font l'investigation, qu'est-ce qui est vrai, et on peut partager ça avec les gens. D'accord. Monsieur Zongo, je vous vois secouer la tête. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à Monsieur Alassane, à Monsieur Ibrahim. Bon, pas véritablement particulièrement. Peut-être la leçon que l'on peut retenir à titre personnel pour ce qui est de cette expérience des échéances électorales passées. D'accord. Et vous, Monsieur Dans le principe, nous, on est toujours satisfaits lorsque des initiatives se prennent pour contribuer à ce que les électeurs, in fine, aient confiance au processus. Donc, si vous contribuez à combattre les fake news, qui par nature ont été délibérément créées pour porter atteinte à un certain ordre, à la sincérité des choses, nous ne pouvons que nous en féliciter. Okay. Monsieur Ibrahim, votre mot de la fin, avant que nous, en studio ici, nous poursuivons les débats, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter? Je ne comprends pas bien, c'est un peu difficile d'entendre. Donc, si vous pouvez dire encore. Je dis, quel est votre mot de fin avant de raccrocher avec vous? Notre mot de fin. Pour terminer notre entretien avec vous. Pour terminer? Oui. Notre mode de travailler avec Odell. Non, je veux juste dire que c'est notre entretien avec vous. Nous allons raccrocher dans quelques instants avec vous. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter. Ah bon, pour moi, je pense que c'est très important pour être prêt, pour comprendre que parce qu'on est dans un monde digital, dans un monde numérique maintenant, tout a changé. Donc, il faut connaître un peu critical parce que les nouvelles, ça peut être vrai, ça peut être faux. Donc, toujours. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim, et à très bientôt pour un autre entretien sur un autre sujet. Ok, merci beaucoup. Allez, on vient de terminer plus ou moins avec Monsieur Ibrahim et le temps de raccrocher en bonne et due forme. Donc, toujours en studio, nous poursuivons nos échanges ici en studio. Et la première question est pour vous, Monsieur Yakuba Ouedraogo. Est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de la CENI?
Alors la CENI, dans son format actuel, existe depuis 2001, puisque nous avons commencé à organiser le retour de la démocratie en 91 avec le référendum. On a eu divers formats, le ministère de l'administration territoriale qui organisait. Après, on a eu la commission nationale d'organisation des élections. Et puis, il y a un consensus politique qui s'est dégagé en faveur d'une structure tripartite composée à égalité de la société civile, des partis de l'opposition et des partis de la majorité. Et donc, ce format est défini par la loi comme étant la structure de la CENI, donc, qui s'occupe de la constitution et de la conservation du fichier électoral et également de l'organisation et de la supervision des élections. Donc en gros, c'est ça la CENI. D'accord. Quels étaient les défis liés à l'organisation des scrutins passés dans le contexte sécuritaire sanitaire? Bon, il faut dire que déjà, dès le départ, le problème c'était la sécurité. Parce que c'est la première fois qu'on tient une élection dans un contexte pareil et il a fallu réfléchir à comment réussir l'opération, d'abord de l'enrôlement et de la tenue même des élections. Nous avons été affectés par la question de la Covid également, mais déjà sur la question de la sécurité, pour une opération prévue pour se dérouler sur 3 mois, la révision du fichier électoral, on est allé à 7 mois. Parce qu'il a fallu morceler davantage le pays pour que les forces de défense et de sécurité puissent déployer des effectifs suffisants. Il vous souviendra que d'une manière ou d'une autre, tout le processus, malgré la situation qui a été celle qu'on a vécue, on n'a eu aucun dégât, aucune perte en vie humaine dans le personnel électoral et c'était très important pour nous. Et il y a eu la question de la Covid qui est venue alors qu'on tirait vers la fin de l'enrôlement, donc toutes les activités au Burkina étaient suspendues. Il a fallu se préparer comment reprendre l'opération d'enrôlement dans un contexte de Covid. Ça nécessitait beaucoup d'informations, beaucoup de déploiement de moyens pour les mesures barrières, à la fois pour protéger nos agents qui étaient sur le terrain, mais également le vote venu pour donner en tout cas des garanties aux électeurs qui viennent dans les bureaux de vote. Maintenant, bon, il faut reconnaître que par moment, ça fait un peu de la peine parce que vous avez investi beaucoup d'argent pour doter des agents de masques, de gel. Certains ne les utilisaient pas à tout moment, ou bien il y a des gens qui viennent même pour se faire enrôler, qui disent non, on ne touche pas à votre gel. Mais le contexte, c'était ça. Ça coûtait un peu plus d'argent pour le processus et également ça jouait sur la durée des opérations. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la même question, oui. Je pense que... il a tout dit. Pas qu'il a tout dit. Il a en tout cas donné des éléments de réponse assez intéressants. Peut-être le volet sur lequel j'allais m'attarder, c'est l'après-enrôlement. Parlant déjà de la période de la campagne, en termes de constat, et à mon niveau, je dirais que véritablement pour ce qui est en tout cas des 21 jours qui ont été consacrés à la campagne électorale de 2020, on pourrait en toute sincérité dire que le Covid-19 a été quelque peu comme absent. Voilà. Pourquoi je dis cela? Parce que visiblement, il n'y avait véritablement pas de respect pour ce qui est des mesures barrières. Il y a eu plusieurs grands meetings, plusieurs grandes rencontres avec des centaines de personnes dans plusieurs localités. Le gouvernement avait pris justement des mesures pour freiner, on va dire, la propagation de la pandémie. Et en son temps, je me rappelle qu'au sortir d'un conseil des ministres, si je ne m'abuse, le 23 septembre 2020, le ministre en charge de la communication, Rémi Fulgence Danjinou, a insisté en appelant aux acteurs politiques du respect des mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus. Mais qu'à cela ne tienne, on a pu voir que à la fois les acteurs politiques comme les électeurs se sont pas en tout cas inscrits dans le respect des mesures barrières. On peut relativiser, voilà, mais d'un point de vue général, en termes de constat, on peut dire que le respect des mesures barrières n'a pas été. On s'étonne peut-être aussi que après la campagne, il y ait eu quand même une sorte de stagnation pour ce qui est du nombre de personnes qui ont contracté le Covid-19, puisque les chiffres en tout cas n'ont pas grimpé. On a pu voir que tant bien que mal, la pandémie a pu être maîtrisée après justement la campagne. Et c'est
peut-être, on va dire, des efforts liés au personnel sanitaire. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que la discipline devrait être, en tout cas, au rendez-vous. L'autre aspect, c'est peut-être, on va dire, le jour du scrutin. Là encore, M. Yacouba m'excusera, je pense que là-dessus, à la fois au niveau des acteurs politiques comme au niveau de la CENI, il y a quand même la part de responsabilité à noter. Et pour ce qui est de la CENI, par endroit, on ne va pas généraliser, c'est bon de prendre des cas aussi spécifiques parce que c'est ce qui va permettre aussi de donner des leçons pour mieux faire demain. Par endroit, on a pu constater que les promesses de la CENI entrant dans le cadre de doter en termes de matériel, notamment de protection du Covid-19, cela n'a pas été peut-être lié à des dysfonctionnements au plan organisationnel, au plan logistique, mais c'est ce qui a été. Et il y a lieu quand même, à mon sens, justement, de le relever. Autre chose pour achever, de façon générale, que ce soit pendant la campagne, pendant le scrutin et l'après, pour le plan véritablement sanitaire, je pense que tant bien que mal, au niveau étatique, les choses ont pu être bien gérées, si bien qu'on ne s'est pas retrouvé dans une situation de pic du Covid-19. Voilà. Mais je me dis que, qu'à cela ne tienne, nous avons nécessairement besoin qu'ils soient disciplinés, les comportements, que ce soit au niveau des électeurs, que ce soit aussi au niveau des acteurs politiques. Parce que ce sont les acteurs principaux. Voilà. La CENI n'a pas pour rôle fondamental, on va dire, de prévoir des dispositions pour garantir la protection des électeurs, mais aussi de son personnel. Pour son personnel, sans doute oui, mais il est de l'habilitation, on va dire, plus du gouvernement, de faire en sorte qu'il y ait ce respect-là. Et pour cela, il faut développer, on va dire, des initiatives qui vont dans ce sens-là. C'est vrai qu'il y a eu des dysfonctionnements que l'on a constatés. Est-ce qu'on peut dire que c'est le contexte qui est pour quelque chose ? Déjà, je voudrais revenir sur disons-le comme ça, le non-respect de toutes les mesures barrières préconisées lors du jour du scrutin. Il va falloir que, face à toute administration, le citoyen assume sa citoyenneté. Vous arrivez, la CENI a dit que dans un bureau de vote, le personnel doit avoir des masques et puis il doit avoir du gel. Le citoyen est en droit d'exiger ça. Parce que c'est comme on vous l'a dit, les agents électoraux ne sont issus de nulle part que de cette société qui, d'une manière ou d'une autre, continue de nier la réalité de la Covid-19. Donc, si le bonhomme, la bonne dame prend notre gel et pose sous la table, il appartient aux citoyens de le réclamer. Parce que nous n'avons pas, ici et maintenant, en l'espace de 12 heures de scrutin, vraiment, ce n'était pas ça notre souci, vérifier ces détails. Mais les observateurs qui étaient sur le terrain, ça fait partie des éléments qu'ils ont rapportés. Et ça interpelle également pour ceux qui ont envie de travailler, parce que dans le dispositif électoral comme ça doit être considéré comme un honneur pour un citoyen. Et en ce moment, on se reconnaît, on s'approprie tout. Et quand on vous a mis des ressources, parce qu'on a des Burkinabés qui disent que porter un masque, on n'arrive pas à respirer. Chacun trouve toujours une règle, une excuse pour ne pas se mettre dans une situation de contrainte. Cela dit, on ne peut pas nier que même si aujourd'hui, du fait de l'effort du personnel de santé, de la situation générale à travers le monde, il semble que la Covid est en train d'être maîtrisée, mais en tout cas, au moment où on tenait ces opérations, il y avait une peur, panique. On ne savait pas exactement c'était quoi. Et donc, je vous ai dit, le gouvernement a exigé, par exemple, les partenaires nous ont exigé pour dire comment on tient compte de la Covid. Donc, du fait que l'opération a duré, évidemment, les ressources vers la fin se raréfiaient. Mais, par exemple, dans nos différents messages d'information, même sur comment voter à la télé, les affiches, on faisait toujours référence à cela. Maintenant, une chose est ce que vous dites, l'autre est ce que les gens font de ce que vous dites. Et ça interpelle peut-être moi, en tant que responsable de la communication, que je n'ai pas assez dit. Même si je trouve à ma décharge que même les milliards qu'on investit, les gens semblent ne pas toujours écouter. Bon. En tout cas, ça a eu une incidence. Voilà. La situation a-t-elle impacté l'implication des partenaires? Vous en avez parlé un peu, mais est-ce qu'on peut approfondir des partenaires techniques et financiers et des OSC comme la CODEL? Alors, il faut dire que
il y a plusieurs niveaux d'intervention des partenaires. Il y a par exemple au niveau financier ce qu'on appelle d'habitude les partenaires financiers et techniques qui ont un panier commun financier qui est le programme d'appui aux processus électoraux, piloté par le PNUD, disons comme ça, le système des Nations Unies, qui ont des activités aussi bien à l'endroit de la CENI que d'autres acteurs comme le CSE, les hautes juridictions, tous ceux qui interviennent dans le processus électoral. À côté, vous avez des structures comme la CODEL et d'autres qui ont leurs initiatives qui rentrent dans le cadre des élections. Donc, mais ces structures sont libres de concevoir, de proposer ce qu'elles veulent, tant qu'elles ont la conviction que ça participe à la démocratie. Donc, nous n'avons pas eu pour ambition de monitorer l'action de ces structures. La CODEL, par exemple, qui est quand même le plus, en tout cas celui qui a déployé le plus d'observateurs sur le terrain, nous a soumis son rapport. Mais je sais que pendant le processus, on était tout le temps en concertation. C'est d'ailleurs comme ça que ça marche. On est ouvert à tout. Et surtout ceux qui sont d'une certaine crédibilité de nature à contribuer à améliorer votre action. Maintenant, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans le pipeline de la CODEL pour la Covid. La CODEL pourra répondre à cette question. Voilà. On parle toujours des OSC comme la CODEL ont contribué à la lutte contre les fake news pendant le processus électoral. Qu'est-ce que la CENI a fait dans ce sens? Alors, nous sommes dans une posture où nous devons nous réjouir. Parce que même s'il y en a eu, de par la relation que la CENI a eue avec les médias, nous sommes convaincus que les fake news n'ont pas prospéré. Parce qu'il y a des pays où, du fait des fake news, il y a des violences réelles qui ont éclaté dans le cadre du processus électoral. Nous sommes contents parce qu'en termes de logistique, nous n'avions pas les ressources pour monitorer. Actuellement, les gens parlent peut-être de Facebook, mais il y a tellement de choses qui circulent via WhatsApp, il y a tellement de choses qui se disent sur les radios, tout. On n'avait pas les ressources pour monitorer l'ensemble de ce système. Donc, une partie pour nous, c'était de mettre à la disposition des médias, souvent même en anticiper des informations. Et l'autre partie, c'est la relation que nous avons eue avec le Conseil supérieur de la communication, qui est l'instance chargée de réguler. On n'a pas, dans nos rapports au quotidien, on n'a pas besoin de rendre compte de cela à l'opinion. Mais c'est vraiment créer des disponibilités. Il y a eu beaucoup de concertations entre le CSE et la CENI pendant la période, bien en amont même, pour ça on fait comment, ça on fait comment. L'objectif n'était pas d'empêcher les gens de parler, mais de mettre à la disposition de ceux qui peuvent être des références. Parce que quand on apprend quelque chose, et on a un minimum d'envie de savoir ce qui s'est passé, on peut se référer à un média établi. Si les médias établis ont la bonne nouvelle, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les médias établis ne se sont pas permis de relayer des fake news. Et ça, nous en sommes très fiers. Nous ne disons pas que c'est notre seule action. Certains journalistes qui sont à notre écoute le savent. On a des plateformes WhatsApp où le service communication de la CENI inonde. Parce que la matière électorale, en gros, c'est tous les 5 ans. Ce n'est pas le quotidien, donc les gens ne sont pas trop familiers à certaines choses. Donc il y a en anticipation, on met l'information à disposition et ceux qui ont envie de travailler là-dessus, beaucoup nous sont revenus. Donc nous estimons que notre façon, face à la modestie de notre dispositif, pour contrer les fake news, ça n'a pas été de les monitorer et de les attaquer, ça a été de donner aux vrais professionnels de l'information pour qu'ils exploitent en connaissance de cause. Hassan, vous voulez ajouter quelque chose? Sur la question, oui. Je ne relève pas de la CENI, je pense qu'il n'est plus habilité pour y répondre. Non, pas seulement sur la question, mais surtout de réagir par rapport à ce que lui, il a dit. Là-dessus, si je peux... Vous avez été sur le terrain. J'ai été sur le terrain, ça je peux le dire. Peut-être les aspects sur lesquels on pourrait revenir. C'est vrai, il le dit, les fake news n'ont pas eu le degré qu'on a connu dans certains pays. Particulièrement en tout cas pour ce qui est du Burkina Faso, c'est au niveau, on va dire, de la période de pré-campagne et de campagne que les fake news se sont le plus fait sentir. Dans la période, le jour même du vote, le jour du scrutin, on a pu voir des fake news, mais cela a pu être contenu en tenant compte des leçons de la période de pré-campagne ou sinon de la campagne. Je prendrai pour exemple le cas malheureux
de cet agent enrôleur que la CENI appelle opérateur de kit, qui après son travail a laissé du matériel au niveau d'un secrétariat. Et on a pensé que dans ce secrétariat-là, il était justement, on va dire, produit des cartes d'électeurs, voilà, alors qu'il n'en était rien. Après investigation, il s'est été révélé que l'opérateur de kit, en réalité, avait juste oublié les cartes d'électeurs de personnes qui peut-être étaient venues refaire de nouvelles cartes. Voilà. Et c'est resté justement entre les mains du secrétariat. Il y a ce cas-là. Et malheureusement, en son temps, la CENI a été égratignée, certains acteurs politiques aussi ont été égratignés. Un autre cas qui est en lien aussi avec cela, on se rappelle que pendant justement la période de campagne, il y a eu cette publication en lien avec un parti politique faisant référence, on va dire, à des spéculations sur une position donnée. Je ne vais pas citer le parti pour ne pas remuer le couteau dans la plaie. Et, en tout cas, les dires que le candidat en question avait tenu, avait suscité, entre guillemets, des interprétations qui avaient des connotations, qui ont alimenté, on va dire, malheureusement, de façon négative, la toile. Alors que les propos étaient sortis hors du contexte. Voilà. Donc, pour dire qu'il y a des détracteurs, malheureusement, de l'information, qui s'adonnent à des pratiques, malheureusement, qui ne sont pas nobles et qui étaient à côté aussi pour saper à la fois le travail peut-être de la CENI, mais aussi des acteurs politiques. Il y a aussi que même au sein parfois des acteurs politiques, on a pu constater en termes, on va dire peut-être d'adversité, qu'il y a eu une certaine communication, pas dans le sens des fake news, mais communication dans le sens pour montrer notre force de frappe. Certains acteurs politiques ont pu le faire, mais ça c'est de la bonne communication, n'est pas dans le sens des fake news. Donc je suis d'accord avec mon prédécesseur sur le sens où véritablement les fake news, en tout cas pour ce qui est des échéances électorales de 2020, n'ont pas eu un impact aussi fort comme on a pu le remarquer dans certains pays. Néanmoins, là où peut-être on peut faire la digression, c'est le fait que il y a eu par moment, et je l'ai cité lors de la précédente émission à laquelle j'ai pris part, des acteurs politiques qui ont fait de certains médias des canaux par lesquels ils ont, on va dire, eu la possibilité de mieux se vendre, mieux faire comprendre leurs programmes et projets politiques. Et là-dessus, je pense que c'est là qu'il y a problème. J'ai donné l'exemple de la RDC où, pour les élections de 2006, la plupart des candidats aux élections présidentielles avaient leur station de radio et c'était des canaux, des outils de communication. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans ce registre-là. Il faut que nous, qui relevons de la presse, on fasse en sorte d'être véritablement impartial pour ce qui est des élections. Et là-dessus, la leçon véritablement à retenir, à la fois pour les médias, les acteurs politiques et de façon générale la société, c'est de savoir que les réseaux sociaux aujourd'hui doivent constituer pour nous un outil de communication qui doivent aider à résoudre les questions d'intérêt général et non le contraire. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a des personnes qui s'adonnent, comme j'ai dit, à des activités qui ne sont pas nobles et ce sont ces personnes-là qu'il faut combattre. Voilà. Merci. Je vais profiter de ce qu'il a dit par rapport à l'opérateur de kit qui a mal conservé pour dire que, entre autres, du fait de ces constats, nous allons en tirer toutes les conséquences. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous avons un atelier consacré au recrutement et à la formation du personnel électoral dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il faut que chacun qui veut travailler dans le processus électoral se rende compte de la responsabilité qui pèse sur lui. Il y a des gens, nous sommes en train de travailler là-dessus, que nous allons blacklister, que ceux qui écoutent s'en rendent compte. Ils ne vont plus travailler avec la CENI. Nous allons préparer les éléments. S'ils veulent, ils nous attaquent. Mais on aura des éléments sur leur défaillance. Vous ne pouvez pas utiliser... On a des consignes claires. Une fois que vous avez fini, voici où le kit doit être posé. Si vous ne l'avez pas mis là-bas, il y a un problème. Il y a dans l'enregistrement des données, même parfois, on est obligé de rechercher des électeurs pour corriger des données. Tout ça, ça fait partie des manquements qui ne sont pas
excusable de notre point de vue. C'est vrai que ça fait une trentaine d'années qu'on est dans le processus électoral. Il y a comme une sorte de... Bon, on vient chercher de l'argent parce que le recrutement, nous dépensons beaucoup d'argent pour recruter tellement il y a des candidatures. Mais ça ne peut pas se poursuivre comme ça. Donc, nous, on a à charge d'être plus regardants, on va filtrer davantage, que les gens ne viennent pas nous dire qu'ils cherchent du boulot. Nous, on veut des gens pour travailler. Et ensuite, on ne va pas se gêner, même si vous avez signé un contrat avec nous, à l'interrompre, quitte à... On va se traîner là où il faut. Mais pour nous, il va de la crédibilité de la CENI, parce que celui qui est dehors ne considère pas que l'opérateur de kit qui est là, c'est un monsieur venu, je ne sais pas d'où. C'est la CENI que la personne représente. C'est la crédibilité du processus électoral. Sinon, l'affaire se gère à plusieurs niveaux, cette question de fake news. Parce que vous aurez remarqué que la CENI, le président de la CENI fait un discours d'ouverture de la campagne, mais le contenu de la campagne est davantage géré par le CSC. Ensuite, nous, on ne gère pas les partis politiques. Ils ont signé un pacte de bonne conduite avec sous la houlette du CSC. Mais qui les engage? Il faut peut-être que les citoyens s'approprient ce pacte et traînent ceux qui fautent en justice. Que les signataires de ce pacte soient également regardants du respect du pacte par les autres signataires. Parce qu'il ne s'agit pas de faire une formalité. Ce n'est pas une formalité. On a l'impression souvent qu'on a signé pour signer. Vous aurez remarqué que c'est la première fois que, par exemple, lors de l'enrôlement, les fraudes liées au transport des personnes, il y a des dossiers qui sont toujours en cours. Certains se demandent où on en est, mais vous connaissez très bien le rythme de la justice. Donc, il va falloir que la judiciarisation des manquements également prenne de l'ampleur pour que chacun réalise que quand on s'engage dans le processus électoral, c'est le Burkina, son avenir, sa stabilité qui est en jeu. D'accord. Est-ce que la CENI pourra mieux faire face à ce contexte lors des municipales? On vit en fait tous ces manquements, le contexte sécuritaire, la Covid-19. Est-ce que la CENI pourra faire face à ça? Bon, déjà, c'est la première fois que ça a été expérimenté. D'habitude, le code électoral dit qu'en période électorale, la CENI est responsable de la sécurité des scrutins. Ça consistait à organiser, par exemple, on veut acheminer du matériel. Vous avez l'habitude de voir 2 policiers devant le bureau de vote ou une pick-up qui ouvre la voie pour qu'un camion passe. Mais cette fois-ci, quand même, dans certaines zones, la situation était plus corsée. Donc, au niveau national, on a décidé, sous la houlette du chef de l'État, de mettre en place une commission nationale de sécurisation des élections, présidée directement par le chef d'état-major général des armées. Donc, nous croyons que cette commission a donné des résultats satisfaisants. En ce sens que on faisait, la CENI organise, conçoit son plan de dispositif de déploiement et travaille avec les éléments de la sécurité qui nous disent ici on peut aller mais à telle condition. La condition, ça consistait par exemple à leur donner un peu plus de temps ou alors à restreindre la zone. Par exemple, pour l'enrôlement, on avait divisé le pays en 3 grandes zones et puis ça devait se tenir sur 42-46 jours. Mais après, on a dû morceler. Donc, c'est en fonction des discussions que nous avons avec les forces de sécurité qui continuent de travailler pour que davantage de parties du territoire soient sécurisées. Mais je dirais que ce n'est pas à nous de répondre directement à cette question. Nous, on planifie toujours sur l'ensemble du pays. On n'a aucune raison. D'ailleurs, ça a été le défi qui a fait qu'on a forcé. Vous avez vu que c'est pour la première fois qu'on déploie des opérateurs de kits en hélicoptère. Tout. Parce que pour nous, il y a également un message à envoyer à ceux qui veulent morceler ce pays. Nous n'allons pas consacrer par le fait électoral le fait terroriste. Si parce que des terroristes ont occupé... Ici, c'est où? C'est Ouaga 2000. Ouaga 2000... D'ailleurs, ça peut être plus touchant. Les terroristes ont occupé Ouaga 2000. On décide qu'on ne fait pas d'élection à Ouaga 2000. Ça veut dire que le Burkina a renoncé à Ouaga 2000. Donc, on va encore réfléchir. Il y a des intelligences à tous les niveaux dans ce pays. Si on s'assoit, on peut toujours avancer. Et nous, en tout cas, nous finissons un cycle. Le mois de juillet, on aura une rencontre qui va réunir tous les acteurs politiques, institutionnels, pour qu'on voit comment on prépare le mois de mai prochain pour les élections municipales. C'est dire déjà qu'en fait, même si ça ne se ressent pas au niveau de l'opinion,
le travail est en cours déjà. D'accord. Un mot sur tout ce qu'il a dit. Oh, il a dit beaucoup de choses. Hein. Il a dit beaucoup de choses où je peux déjà peut-être prendre mot. C'est déjà revenir sur les questions en lien avec l'organisation même, proprement parlé. C'est vrai, il a relevé, il y a eu des dysfonctionnements. Il faut tenir véritablement leçon de beaucoup de choses. Pardon, déjà pour même des échéances bien passées, ce n'est pas la première fois même qu'on va dire que des personnes ont été justement déployées qui ont été héliportées. Je pense que pour les échéances bien avant cela, des opérateurs de kits avaient été même transportés avec leur matériel pour assurer l'enrôlement des citoyens. De cette période à la période actuelle, il y a eu un grand fossé accusé par l'insécurité et le Covid-19. Et malheureusement, cela va crescendo parce que lorsqu'on était en train d'organiser les présidentielles et la présidentielle, du moins c'est les législatives, et au jour d'aujourd'hui pour ce qui est des municipales prévues pour 2022, le fossé est encore plus grand et les défis sont également plus grands. Et là-dessus, c'est véritablement insister sur ce qu'il a dit, qui est de faire en sorte d'avoir véritablement de la ressource humaine de qualité. Et je pense que ça, c'est fondamental parce que la plupart des dysfonctionnements qui ont pu être constatés et qui sont revenus à travers les retours de certains observateurs, cela est lié au dysfonctionnement du comportement humain, à la fois du personnel qui a été consacré pour l'organisation, mais aussi quelque peu influencé par certains acteurs sur le terrain. Donc, il va sans dire que pour en tout cas éviter et faire en sorte que les questions de transparence, d'équité et autres soient véritablement au rendez-vous, voilà, que déjà on fasse en sorte d'avoir cette ressource humaine de qualité qui va organiser les élections. L'autre chose, je me dis que tant bien que mal, il y a des choses positives qu'il faut noter. Véritablement, ce fut un grand défi pour la CENI d'organiser ces échéances-là. On était dans un contexte où véritablement la question sécuritaire prenait de l'ampleur, des déplacés internes, ça et là, des localités qui se vidaient, qui n'avaient pas la possibilité d'avoir le droit de vote, d'exercer leur droit de vote, en plus de la situation sanitaire qui venait s'ajouter. Tant bien que mal, il a pu aussi se tenir après maintes spéculations, maintes dires, parfois même un scepticisme exagéré, la tenue on va dire, à la fois de l'enrôlement des citoyens burkinabés à l'extérieur, mais aussi leur vote. Et ça, quand même, je pense que c'est des points positifs qu'il faut noter et qu'il faut encourager pour faire mieux. J'achèverai pour dire que si, en perspective en tout cas des élections municipales à venir, on doit mieux les tenir, c'est de tenir compte véritablement compte des réalités terrain. Voilà. Les réalités sont disparates au niveau des régions, au niveau des localités. Et pour mener à bien justement les opérations, il faut tenir compte de ces réalités-là. À côté de cela, si véritablement les autres acteurs, je veux parler des partenaires techniques et financiers, nous médias, et tous ceux qui sont acteurs directs ou indirects concernés par la question, mettent la main comme il se doit, je pense qu'on doit pouvoir réaliser des municipales. Quand bien même on se retrouve dans une situation où il y a des zones vidées de leur population et où il n'y a pratiquement pas de vie. Certains vont se demander pourquoi réaliser des élections. Il y a des pays qui connaissent des situations bien pires que le Burkina Faso. Je n'en citerai pas. Mais qu'ils sachent que ce n'est pas parce qu'il y a cette situation-là que la vie ne doit pas se poursuivre. Voilà. On doit poursuivre justement la vie et les élections doivent se tenir en lien justement avec ce que notre constitution a prévu. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux. Merci donc à M. Hassan Zongo, journaliste, ainsi qu'à M. Yacouba Ouedraogo, directeur de la communication de la CENI. Vous étiez tous sur le plateau de Waga FM pour aborder la question sur le contexte d'insécurité et de Covid dans lequel se sont déroulées les élections passées. Merci à vous et déjà bon appétit. Merci à vous. Merci et à une prochaine fois. À une prochaine fois. Cette émission vous a été offerte par la CODEL et le CDD.